Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. J'ai encore regardé Dune hier. Ouais. Tu penses pas que c'est des choses qui avertissent l'avenir de l'humanité? Si, ça parle beaucoup d'écologie, de développement durable, de la nécessité de protéger la planète. Et puis aussi, on revoit un peu la guerre qui est en train de se faire entre la Russie et l'Ukraine derrière. La majorité des grands films. Sur fond d'énergie. Les guerres aujourd'hui, ce sont des guerres ressources. D'accès aux ressources. Et donc, les pistes, pour moi, c'est le pétrole. C'est exactement la même chose. Donc, et puis, si tu veux, les luttes de pouvoir ici, les clans, en fait, il faut voir ça comme des pays, comme des États, des gouvernements qui se mettent des luttes, qui s'allient parfois, parce que les intérêts convergent à un moment donné. Et puis, après, ça peut se séparer. Il peut y avoir des trahisons. Voilà. Et puis, derrière, on met aussi un côté amour entre deux personnages parce que, évidemment, ça reste d'abord un film de divertissement. Mais derrière, sur le fond, la trame en elle-même n'est pas très éloignée de ce que l'on peut voir actuellement dans le monde. C'est la même chose avec Avatar. C'est un peu les mêmes sujets. Exactement. C'est pareil. C'est pareil. Tu sais, c'est James Cameron qui le disait ainsi. La recette pour un bon film, c'est tu mets une belle histoire d'amour au centre. Tout autour, tu mets toute une trame qui est liée à une question d'actualité qui touche le moment. Et puis, derrière, tu mets beaucoup d'effets spéciaux, tu mets beaucoup de bling, je ne vais pas dire du bling, mais du tape à l'œil technologique, tu vois, non. Et c'est ça qui fait le succès des films de James Cameron. Quand tu regardes Titanic, la trame en elle-même, elle est très simple. Un enfant de 5 ans, il suit Titanic, il comprend. Il n'y a pas vraiment de choses très compliquées. La même chose avec Avatar. Et c'est toujours une trame très simple, avec un homme, une femme, l'amour, et puis derrière, il y a une question d'écologie, la question d'accès aux ressources, la question du fait que souvent on peut penser à l'Amazonie, les populations indigènes, des puissances extérieures viennent prendre des ressources et les populations indigènes sont les premières victimes. C'est leur écosystème qui est détruit, c'est leur environnement, leur vie qui est détruite. Donc vraiment, c'est ça la grande force. Leur symbole culturel et spirituel. Voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, James Cameron, quand vous regardez les réalisateurs, quand on regarde toute leur filmographie, vous avez en haut Steven Spielberg et James Cameron. James Cameron est au-dessus de Steven Spielberg en termes de box-office. Donc, lui met beaucoup d'argent sur la technologie. Il faut savoir que James Cameron a une entreprise qui fait de la recherche en matière de cinéma dans le développement de nouvelles technologies de films adaptés au cinéma. C'est lui qui a lancé la 3D pour le cinéma. C'est grâce à lui, il a mis au point ces caméras-là. Là, aujourd'hui, il a mis au point un nouveau système de caméras qui fonctionne très bien sous l'eau, puisque la trame d'Avatar 2 va essentiellement se passer, non plus sur le monde terrestre, toujours dans la planète Pandora, mais cette fois-ci dans le monde sous-marin. On va découvrir un nouvel univers de la planète Pandora, mais derrière, toujours la même trame d'amour, de défense, d'environnement, Je me suis dit que on est mal parti si on ne règle pas les problèmes écologiques et tout ça, les problèmes d'énergie. Oui, Jacques Chirac disait on n'a pas de planète, on n'en a qu'une. Voilà, c'est la vérité. Si nous épuisons les ressources, je pense que si nous épuisons nos ressources, c'est comme si nous tirons une balle dans le pied ou bien nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc en fait, ceux qui épuisent leurs ressources, ils vont chercher les ressources chez les autres. Oui, et c'est pour ça qu'Elon Musk, au prix du sang. C'est pour ça que les gens, tu vois, on prend souvent qu'Elon Musk, c'est quelqu'un qui est un élucubrateur, c'est-à-dire qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Non, il dit déjà qu'il faut se préparer à aller chercher les ressources sur Mars, parce qu'il est clair, les ressources qu'on a sur la Terre, elles ne sont pas infinies, d'accord, elles sont limitées. Et donc, si on veut préserver la Terre, il faut déjà qu'on commence à voir comment accéder à des ressources que l'on a ici et qu'on peut accéder à ces mêmes ressources, mais ailleurs. On sait que sur la planète Mars, il y a certains minéraux qui pourraient être intéressants, qu'on pourrait exploiter. Et donc, pour préparer ces exploitations futures, bon, ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans que ça va se faire, mais si ça doit se faire dans 50 ans, tant mieux s'y préparer maintenant. Et c'est la raison pour laquelle Elon Musk, il a toujours son idée de dire qu'on va aller habiter sur Mars. Pourquoi ? Parce que de là-bas, il y a des ressources qu'on pourrait aussi aller exploiter. Même certains disent qu'on pourrait même, par exemple, de l'or. On sait que l'or aujourd'hui, c'est une ressource qui est extrêmement prisée parce que c'est un minerai stable. Voilà. C'est inoxydable. Et donc, on sait aussi que les ressources en or sont très limitées. Et donc, on sait que dans les météorites
constelle un peu notre système, il y a de l'or dedans. Donc, on doit déjà envisager, certains pensent à inventer des techniques qui pourraient nous permettre d'accéder sur ces météorites et pouvoir, un peu comme à Armageddon, voilà, vous arrivez dessus, vous exploitez l'or dont vous avez besoin et vous partez. Donc ces films, en quelque sorte, c'est vrai que c'est du divertissement, c'est vrai que c'est de la fiction, mais il y a quand même un fond de vérité. Voilà. C'est ce fond de vérité qui fait que le spectateur se sente véritablement concerné par la thématique qui est abordée dans le film. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'accord, on repart combien d'années en arrière? On repart 69 ans, puisque depuis le mois de février, en fait, dernier, la reine Elisabeth fête son jubilé de règne de 80 ans, mais elle a été couronnée il y a 69 ans, jour pour jour, aujourd'hui, le 2 juin 1953. C'est là où elle a été couronnée, mais elle était déjà reine. Puisqu'il faut savoir que lorsque son père, le roi George VI, décède le 6 février 1952, et bien dans la même soirée, elle est proclamée reine. C'est là où on prononce la célèbre phrase « Le roi est mort, vive la reine ». Donc, à partir de cet instant, elle est devenue reine et son règne a commencé. Mais pour permettre à la famille, à la nation, de pouvoir, si tu veux, vivre le deuil de la disparition de l'ancien monarque, on laisse une période entre le moment où l'ancien monarque décède et celui entre lequel le nouveau monarque entre en fonction, donc par le biais de la cérémonie de couronnement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un peu plus d'un an plus tard, puisque je l'ai dit, George VI est décédé le 6 février 1952 et elle sera couronnée le 2 juin 1953. Et donc c'est une cérémonie qui est particulière pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une cérémonie qui, pour la première fois, va être télévisée. Et il ne faut pas oublier que le 6 février 1952, il y avait déjà une volonté de la part des journalistes de filmer, si tu veux, la cérémonie de couronnement du roi George VI à l'abbaye de Westminster. Mais à l'époque, si tu veux, le cardinal de Canterbury, qui est un peu, si tu veux, le vicaire du roi, parce que le roi c'est le chef de l'église anglicane et le cardinal de Canterbury c'est le vicaire du roi, donc le commandant second, si tu veux, de l'église anglicane. Lui s'y était fortement opposé parce qu'il estimait à l'époque que la cérémonie de couronnement, c'est une cérémonie qui est tellement chargée de symboles qu'elle doit aussi être enveloppée d'un certain secret, puisque dans la cérémonie de couronnement, ce n'est pas tout le peuple qui y a accès. Le peuple est en dehors de l'abbaye et il n'assiste pas, en fait, il ne voit pas tout le protocole, tout le processus qui est fait lors du couronnement. Et donc, pour des raisons démocratiques et grâce à la technologie, si tu veux, on va parvenir à convaincre, si tu veux, la reine Elisabeth de changer le cours de l'histoire. Et évidemment, son mari, le duc d'Édimbourg, y était pour énormément, parce que c'est lui qui va évidemment convaincre Elisabeth de la nécessité, si tu veux, de faire un bond en avant vers la modernité, parce que la télévision est là, c'est quelque chose qui va permettre cette fois-ci à l'ensemble du peuple de voir la cérémonie de couronnement et de créer, si tu veux, de renforcer les liens entre le monarque et son peuple. Et donc, elle va finalement accepter et c'est ce qui va se passer. Donc, elle va être couronnée, c'est-à-dire qu'elle va prêter serment, elle va être ointe de l'huile sacrée, elle va porter les robes de cérémonie et elle va être couronnée reine du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et du Sri Lanka. Évidemment, des célébrations lors de ce couronnement-là vont avoir lieu dans l'ensemble des pays du Commonwealth pour saluer ce couronnement, et une médaille commémorative va même être frappée. Il faut savoir que cette cérémonie, à l'époque, avait quand même coûté assez cher. Elle avait coûté près d'1,5 million de livres sterling. Ça fait à peu près 43 427 000 livres sterling aujourd'hui. Ça fait beaucoup de dizaines de milliards de francs CFA. Je n'ai pas fait la conversion. Mais c'est la deuxième chose qui est particulière, c'est que c'est le 4e et dernier couronnement d'un monarque britannique au cours du XXe siècle. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, on a eu George V, on a eu Édouard VII, on a eu George VI
et on a eu la reine Elisabeth II. Donc ces 4 couronnements-là se sont évidemment déroulés durant cette période-là. Et donc l'autre particularité de cette cérémonie, c'est que c'était la première fois aussi, en ce qui concerne le XXe siècle, qu'une femme revenait à la tête du royaume d'Angleterre, parce que après la reine Victoria, il n'y a eu qu'une succession d'hommes à la tête de l'Angleterre. Et donc, au point où même il y avait eu après la reine Victoria, on avait même fait une petite modification en disant que c'était le premier mâle qui devait succéder, mais le roi George VI n'ayant pas de successeur mâle, ils ont dû encore une fois de plus retoucher cette loi-là pour permettre à ce que l'une de ses filles, en l'occurrence sa fille aînée Elisabeth, puisse accéder au trône. Et donc depuis, elle est inoxydable. Si tu veux, la famille royale britannique, c'est la famille royale la plus ancienne d'Europe, pas la plus ancienne du monde, mais la plus ancienne d'Europe. Elle règne déjà depuis un peu plus de 300 ans et cette année a été évidemment l'occasion pour organiser, dans le cadre du jubilé de ses 80 ans de règne, ce qui est énorme, ça, on a rarement vu un règne aussi long. Je pense que la dernière fois, ça devait même être Elisabeth Ier. Pas Louis XIV. Non, en Angleterre, en Angleterre, je crois, soit Elisabeth Ier, soit la reine Victoria. Je pense que l'une des deux. Sinon, la plupart n'ont pas fait un règne aussi long. Et aussi, elle a su traverser les époques. Elle a su braver beaucoup d'événements. On se rappelle, il y a à peu près une trentaine d'années, la mort de Lady Di, qui avait poussé une grande partie des Britanniques à vouloir même remettre en cause, si tu veux, l'importance de la monarchie, la nécessité de la monarchie. Il faut, pour les gens qui ne le savent pas, il faut bien comprendre que je dis souvent que la reine ou la monarchie en Angleterre, c'est l'incarnation de la Constitution, c'est l'incarnation de la nation britannique. C'est la raison pour laquelle les Anglais sont farouchement attachés à leur reine, parce qu'il n'y a pas déjà de Constitution écrite en Angleterre, et donc à chaque fois qu'il y a évidemment des incompréhensions, à chaque fois qu'il y a un blocage constitutionnel, eh bien, très régulièrement, les hommes politiques se tournent vers la reine. C'est elle qui décide, c'est elle qui arbitre, parce qu'évidemment, sa voix est extrêmement écoutée et extrêmement influente sur l'ensemble de l'Angleterre ou sur l'ensemble des territoires qui sont placés sous son autorité. Même si, évidemment, je l'ai dit, ce règne n'a pas été particulièrement facile en raison des troubles, des problèmes qu'elle a connus, le divorce de son fils, le prince Charles, le divorce de sa fille, la princesse... que le nom, je ne vais pas l'écorcher. Je sais que sa fille aussi a divorcé. Je sais qu'on a vu son petit-fils Harry et l'affaire Meghan. On a vu, j'en ai parlé, le décès de Lady Di. Donc, toutes ces turbulences-là, elle a su les traverser avec, évidemment, la disparition de son mari de suite du Covid il y a un an. Donc, il y a 2 ans, pardon, tous ces événements, évidemment, elle a su les traverser et elle a su rester digne. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais dérobé de ses obligations monarchiques. La dernière fois qu'elle n'a pas pu participer à un discours du trône, c'était il y a quelques semaines, en raison de problèmes de mobilité dont elle souffrait. Il faut savoir qu'elle a un âge déjà très avancé, mais cela ne l'a pas empêché de présider l'ensemble des cérémonies commémoratives de ses 80 années de règne. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'histoire du couronnement d'Elisabeth II. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station princesse urbaine Anne, dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.